Oui. Mais bonjour à tous, merci d'être là. Je comprends que vous n'avez pas entendu le début de ce que je disais, c'était super intéressant en plus, vous avez tout loupé. Petit problème de micro. Alors, mais merci à tous d'être là. On va attendre quelques minutes avant de commencer, mais pas très longtemps parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent se connecter. Donc, on se retrouve aujourd'hui, pour ceux qui étaient là hier et pour ceux qui arrivent aujourd'hui, pour faire un bilan en fait sur, on appelait ça les secrets des meilleurs freelances. En fait, ce sont les retours d'expérience, les conseils que nous ont confiés les consultants freelance que nous suivons après s'être installés, les difficultés qu'ils ont rencontrées. En tout cas, en gros, on leur a posé la question de savoir si c'était à refaire, qu'est-ce qu'ils feraient différemment et quels sont les points sur lesquels ils seraient le plus vigilants. Et on a pris les réponses qui sont revenues le plus souvent, qu'on a condensées sur certaines slides. Donc, je vais vous en parler. N'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation. J'y répondrai avec plaisir si je peux. Et puis voilà, on va peut-être commencer. Rémi, tu me le dis? Ouais. Ok, alors, on va commencer par préparer sa prospection. C'est tout un cheminement qui se fait. Donc, on a décidé qu'on allait se lancer dans la belle aventure du freelancing. On a choisi son statut, on sait où on veut aller, on a fait son étude de marché par rapport aux attentes de celui-ci et voir vu la cohérence de nos compétences avec le marché. Maintenant, il faut prospecter. Parce que sans prospection, on n'a pas de clients et sans clients, on n'a pas d'activité. Et le premier point, le premier endroit, le premier réseau dans lequel il faut commencer à prospecter, c'est son réseau personnel. Je pense que tout le monde le sait, on vous l'a déjà dit et redit, mais votre réseau, votre premier niveau de réseau est votre meilleur atout de prospection. Parce que le réseau de mon réseau, je l'ai dit hier, mais j'aime bien dire cette phrase, le réseau de mon réseau est mon réseau également. Ce n'est pas parce que des personnes ne vont pas être dans votre cœur d'activité qu'elles ne vont pas pouvoir avoir de la valeur ajoutée dans votre prospection. Donc, pour moi, c'est la première étape. Pour les consultants, c'est la première étape. Le retour qui nous a été fait également, c'est de rester en contact avec ses anciens employeurs, surtout quand c'est séparé en bon terme. Ce n'est pas parce qu'on parle d'une entreprise qu'on est obligé de partir fâché, parce qu'un ancien employeur peut devenir un prospect et un futur client. Donc, ne pas hésiter à rester en contact avec ses anciens patrons, ses anciens responsables, ses anciens collègues aussi. En fonction des clauses qu'il y a dans nos contrats, on peut rester en contact avec les clients de l'entreprise dans laquelle nous étions, dans laquelle nous étions employés également. Voilà, donc travailler sa prospection. Et enfin, la visibilité sur les réseaux sociaux est très importante aujourd'hui. 80% des recrutements passent par les réseaux sociaux et le réseau. Donc, ne pas hésiter à mettre en visibilité sa recherche, son expertise, de dire quel type de contrat et être très clair et transparent. Ne pas laisser doute. En fait, en tant que recruteur, ce qui va être compliqué, c'est d'identifier les attentes des consultants. Et c'est important qu'on sache si un consultant ou si un candidat, pardon, est ouvert à du CDI et potentiellement du consulting ou du CDD, ou s'il n'est pas du tout ouvert à du CDI. Maintenant, on peut le mettre en visibilité. Donc, et pour vous et pour les personnes qui vont entrer en contact avec vous, n'hésitez pas à être très clair là-dessus et à bien faire apparaître le type de contrat que vous allez rechercher. Et je voulais ajouter un point qui est, en mon sens, en tout cas, assez important. C'est, je ne sais plus ce que c'était. Je parle trop, du coup, j'oublie les choses. J'oublie ce que je dois dire. Mais voilà, en tout cas, tout ça doit être, dans tous les cas, tout ça doit être très structuré, surtout. Et n'hésitez pas à communiquer. Et le point que je voulais ajouter, merci, je m'en souviens, ça y est, merci de me l'avoir rappelé, Rémi. C'est le réseau de freelancing. Alors, les autres freelances, je l'ai déjà dit hier, pour ceux qui étaient là, vous allez avoir l'impression que je radote, mais les autres freelances ne sont pas vos concurrents, ce sont vos partenaires. N'hésitez pas à être dans une communauté, à être actif et visible dans une communauté, à échanger dans une communauté, pas forcément une communauté de votre cœur d'activité, parce qu'un ingénieur, vous êtes ingénieur en électronique, un consultant ingénieur en informatique peut très bien vous apporter du business et peut très bien échanger avec vous des informations marché pertinentes et qui vont avoir de la valeur ajoutée pour vous. Donc, ne vous contentez pas de rester dans votre cœur de métier, mais voyez large, élargissez, participez à des événements, au salon, à des webinaires, à des after-work, à des salons. N'hésitez pas à vous rendre visible, à communiquer. Faites-vous des cartes de visite. C'est très accessible et c'est très simple. Ayez une carte de visite bien claire pour pouvoir communiquer, échanger vos coordonnées assez rapidement.
et soyez actifs. Voilà. Et si vous ne savez pas prospecter, mais faites-vous accompagner aussi. C'est ce qu'on fait chez Réseautech et c'est ce que font d'autres cabinets. On peut être très bon techniquement, mais pas très bon commercial. Parfois, les deux ne vont pas de pair. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner, surtout. C'est pas une tare de ne pas savoir être commercial, mais s'il y a des gens qui sont là pour vous aider en plus, autant en profiter. Alors, préparez ces entretiens. Donc, on a fait sa prospection, on a touché des potentiels clients intéressants qui s'inscrivent dans notre projet, qui s'inscrivent dans nos compétences, qui peuvent nous apporter de la valeur ajoutée, à qui on pense pouvoir apporter de la valeur ajoutée. Et forcément, qu'on soit dans du freelancing, du CDI ou tout autre type de contrat, il y a un entretien qui peut être différent quand on est sur un poste d'une posture de consultant qu'un entretien en CDI. L'idée, en fait, de ces entretiens, pour y avoir participé de nombreuses fois, c'est pour le consultant de découvrir et de prendre connaissance et de creuser le projet du client, déjà pour l'évaluer, pour voir s'il s'inscrit vraiment dans sa palette de compétences, pour s'assurer que le consultant ait la capacité d'apporter de la valeur ajoutée sur ce projet-là et qu'il ne sera pas forcément en difficulté. C'est aussi pour le potentiel futur client d'évaluer les compétences et challenger les compétences du consultant pour mais tout simplement voir si effectivement il a vraiment le niveau, en tout cas théorique et de ce qu'il va lui expliquer, c'est un échange, hein, par rapport à son besoin. C'est aussi discuter sur les livrables. C'est à ce moment-là qu'on discute sur les attendus du client. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Quels sont les objectifs? Quelles sont les échéances? C'est aussi là qu'on va discuter de l'organisation du temps de travail, etc. Et tout ça, ça se prépare en amont parce que, en tant que consultant, on doit se poser la question de savoir, en allant en entretien, qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je suis capable d'accepter? Quels sont les moyens techniques que je suis capable de fournir? La localisation, c'est très bête, hein, mais la localisation du lieu de la mission, si ce n'est pas du 100% remote, est-ce que clairement je vais avoir la capacité d'y aller 5 jours sur 7? Est-ce qu'il va falloir que je demande du temps partiel? Est-ce que mes contraintes personnelles me permettront de répondre aux attentes du client? Préparer son entretien, c'est aussi préparer les questions, anticiper sur des questions qui vont être d'ordre, au-delà de l'organisation, mais qui vont être d'ordre technique aussi, le challenger sur les outils qu'il utilise, les moyens qu'il va mettre à votre disposition pour atteindre vos objectifs de livrables, l'équipe dans laquelle vous allez travailler, les contraintes de sécurité qu'il pourrait y avoir, les contraintes en termes de timing qu'il pourrait y avoir, enfin, tout ce qui est autour de la mission. L'idée, il peut y en avoir plusieurs, qu'il soit sur un échange ou sur plusieurs échanges. L'idée, en fait, c'est que lorsque le consultant sort de l'entretien, lorsque vous sortez de votre entretien, vous puissiez avoir une roadmap assez claire de ce qui est attendu de vous, de comment vous allez la dérouler et quels sont les moyens que vous allez avoir en place pour vous et le client de se dire qu'il a un consultant qui pourra répondre à ses attentes, l'accompagner sur ses livrables et être complètement opérationnel. Parce que ce qui va être attendu, c'est clairement l'opérationnalité et l'expertise du consultant. Il faut forcément un temps d'adaptation, on est des êtres humains, mais on demande un temps d'adaptation qui est plus court lorsqu'on est consultant, freelance, parce que vous êtes une entreprise à laquelle on sous-traite une activité, que lorsqu'on est consultant de société de services, par exemple, les attentes sont un peu moins, on va dire, élevées. Parce que c'est un prix, ils veulent en avoir aussi pour leur investissement financier. Voilà. Alors, préparer son administratif. On a fait sa prospection, on a fait son entretien, on va commencer une mission. Alors, aujourd'hui, on a deux types de consultants. On a le consultant qui est hyper préparé, et ça, c'est le retour, là, ça va être un retour très terrain, qui va pouvoir, en une journée ou demi-journée, nous fournir tous les documents nécessaires pour contractualiser avec lui, qui va pouvoir nous donner son CABIS, son RIB, son assurance, sa RC Pro, et tous les documents nécessaires pour contractualiser et permettre ou à l'intermédiaire ou à l'entreprise cliente d'être hyper réactive. C'est rassurant, en fait, pour un client de voir, mais qu'en face, on a quelqu'un qui est impliqué, qui est organisé, qui est structuré. C'est embêtant lorsqu'on doit relancer un consultant 5-6 fois parce qu'on n'a pas tel document, parce qu'il manque tel document, parce qu'il n'a pas anticipé, parce que « Ah, mais je ne savais pas qu'il fallait… » Voilà, il faut, en gros, il faut que vous ayez tous vos documents de prêt.
C'est très basique, hein. Il y en a qui ont la phobie administrative, je le sais, moi la première. Mais dans ces cas-là, préparez-le en amont, anticipez-le, faites-vous accompagner. Mais il faut que vous soyez hyper carré à ce sujet, que vous soyez prêt à, comme on dit, après à dégainer dès qu'on vous le demande, en fait, tout simplement. Et que ça ne prenne pas du temps, parce que déjà, c'est pas rassurant. Et en plus, ça fait perdre du temps dans le début de la mission, ça fait perdre du temps dans l'organisation et ça peut très, très rapidement faire capoter une mission, c'est déjà arrivé. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande aux consultants, c'est d'avoir tous leurs documents à jour, de pouvoir nous les fournir dans un délai assez court et de pouvoir être réactifs et pour pouvoir lancer les projets plus rapidement. N'hésitez pas à vous faire accompagner, encore une fois. On peut se faire accompagner pour tout ça, donc n'hésitez pas à le faire. Alors, travailler sa posture. J'ai un consultant qui s'est installé freelance après avoir quitté son CDI. On l'a accompagné pour trouver une mission. Il a quitté son CDI et après une semaine ou deux de vacances, il a commencé sa mission en tant que consultant freelance. Donc, il a monté sa structure euh, et 2, 3 semaines après qu'il ait commencé, j'ai le client qui m'appelle et qui me dit Joanna, j'ai un petit problème avec votre consultant parce que il est trop exigeant. Alors, il était trop exigeant parce en fait, il avait un comportement au sein de l'entreprise qui pouvait laisser croire qu'il était salarié de l'entreprise, donc avait un niveau d'exigence vis-à-vis de ses collègues qui n'était pas, pour mon client, adapté, adéquat. Et ça le gênait beaucoup, en fait, parce que pour lui, c'était certes une ressource et une expertise qu'il avait en plus dans ses équipes. C'était quelqu'un qui clairement participait à l'atteinte des résultats, à l'atteinte des objectifs, à la validation des livrables attendus. Mais pour mon client, ce n'était pas son collaborateur. Et c'est vrai que ce n'était pas son collaborateur. C'est important de garder à l'esprit que dans tous les cas, à tout moment, à partir du moment où on est en interaction avec son client, à partir du moment où on intervient pour son client, on est, on est en représentation pour son entreprise. On est en expert. On garde un regard extérieur, en fait, sur ce qu'on fait et sur ce qui nous entoure et on s'implique avec parcimonie. L'idée, en fait, c'est de pouvoir apporter son expertise, je vais essayer d'être claire, d'apporter son expertise sur des sujets qui sont définis à l'avance et de faire avancer ces sujets jusqu'au livrable. Livrable, c'est la clôture et l'atteinte des objectifs fixés par le client. Évidemment, s'il y a des choses qui ne vont pas, on les fait remonter, on les fait remarquer, mais l'idée, en fait, c'est de vraiment, de ne pas être critique vis-à-vis de son client, de ne pas être critique vis-à-vis de ce qui est fait. On peut ne pas être en accord avec ce qui est fait. Ça, c'est très personnel. On peut se rendre compte qu'au final, les valeurs ou la façon de fonctionner ne nous convient pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais il ne faut pas oublier qu'on est une entreprise qui fournit un service. Et de ce fait, ce qui est attendu, c'est que le service soit fourni dans les meilleures conditions. Et ne pas avoir l'impression d'être jugé, entre guillemets, par le consultant freelance qui va venir et nous dire, en fait, ce que vous faites, mais que vous êtes nul, par exemple, ou vous ne faites pas les choses comme il faut. Il faut le faire, mais encore une fois, il y a le discours et la posture qui doit être orientée très commercial, très accompagnement et très extérieur à ce qui se passe et le faire avec beaucoup, beaucoup de doigté et de pincettes. Parce que cette posture-là peut aussi avoir un impact sur, moi j'ai tendance à dire que les réputations se font et se font assez rapidement. Donc la posture peut avoir un impact sur sur l'évaluation, entre guillemets, que va avoir votre client, sur les références qui vont être derrière formulées à votre sujet. Il faut vraiment que vous arriviez en étant, en étant partenaire et accompagnateur sur un sujet spécifique et faire les choses telles qu'elles vous sont demandées, quitte à les améliorer, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut rester sur une feuille de route et la suivre, même si on sait qu'on va dans le mur, évidemment, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais il faut travailler en bonne intelligence et capitaliser sur son temps de présence pour faire avancer les projets sur lesquels on est attendu et ne pas se répandre et partir dans tous les sens et ne pas avoir trop d'exigences par rapport au client parce qu'il faut garder à l'esprit que si le client fait appel à vous, c'est parce qu'il a des difficultés en interne et qu'il ne trouve pas les ressources en interne pour faire ce que vous faites. Préparer sa facturation. Ça rejoint le point dont on a parlé hier pour ceux qui étaient là. On n'attend pas le 30 du mois pour préparer sa facture. La facturation, c'est pareil, c'est un point qui est abordé.
Après l'entretien, une fois qu'on a validé la mission avec le client, de se dire, bon, OK, monsieur le client, on a validé ça, on a cet objectif à atteindre, on a les moyens pour les mettre en place, tout, sur la partie technique et opérationnelle de la mission, tout est validé. N'oubliez pas qu'il y a la partie facturation aussi, parce que c'est l'idée, hein. Faut pas perdre de vue que si on le fait, c'est aussi pour ça, pour facturer. Donc, il y a des questions qui sont très basiques, qui sont des questions de bon sens, mais qu'il faut se poser systématiquement avant de commencer sa mission. Quand est-ce qu'on facture? Sur combien de jours les factures sont payées? Quelles sont les références à mettre en visibilité? Quels sont les outils nécessaires pour facturer? Est-ce qu'on facture à la journée? Est-ce qu'on facture à la journée? Est-ce qu'on se sert d'un outil interne? Est-ce qu'on fait valider un compte rendu d'activité à son manager, en tout cas, son interlocuteur privilégié dans l'entreprise? L'anticiper aussi, parce qu'en général, on sait sur un mois à 30 jours, combien de jours vont être prestés, parce qu'on ne parle plus de jours travaillés, mais de jours prestés, parce qu'on est en freelancing, combien de jours vont être prestés dans le mois. Du coup, préparer sa facturation à l'avant, quitte à la réajuster, quelques jours avant la fin du mois pour pouvoir gagner du temps. Ça va être aussi, savoir ce qui est facturable ou pas, ou refacturable ou pas au client. Est-ce qu'il y a des frais qui doivent être facturés? Si oui, à quel rythme, à quelle échéance, et cetera. L'idée, en fait, encore une fois, ça rejoint le point sur l'administratif et le point dont on a parlé hier, encore une fois, c'est de se positionner en professionnel. Voilà, parce que techniquement, mais quand on est une entreprise, on a un service à fournir, on a derrière un service à facturer et le client en face attend que les choses soient faites dans les délais et dans les attentes qui sont validées en amont de la facturation. Donc prendre le temps de l'anticiper, de le préparer en amont, de poser les questions en interne, d'identifier les interlocuteurs pour ne pas qu'il y ait de retard de facturation, parce qu'un retard de facturation, lorsqu'on a son compte et si éventuellement on n'a pas de trésorerie, on n'a pas d'autres entrées financières, croyez-moi, ça peut prendre du retard et en général, on est payé à 30 jours et de 30 jours, on peut passer à 60 jours pour un retard à des soucis de facturation et ce n'est pas un détail en fait. C'est un détail qui peut compter pour le quotidien et pour, la vie personnelle. Du coup, en résumé très rapidement, les conseils, grosso modo qui reviennent généralement de la part de nos consultants, c'est rester clean. Qu'est-ce qu'on met derrière rester clean? C'est, se séparer en bons termes avec son client. Parce qu'un client, on part du principe qu'on n'est pas sur du one shot, idéalement, qu'on peut intervenir sur un projet qui peut être démultiplié en interne sur d'autres sujets. Nos compétences peuvent être capitalisées sur d'autres projets. Et on peut arrêter une mission parce qu'on ne s'y plaît pas. On peut arrêter une mission parce qu'elle ne correspond pas aux attentes prévues. On peut arrêter une mission parce qu'on a trouvé une mission qui est beaucoup plus intéressante, qui est beaucoup mieux payée en termes de TJM. Par contre, il faut les arrêter de manière très clean. Je veux dire, si vous êtes à 500 et que demain, vous trouvez une mission à 750 €, super, tant mieux. Par contre, ne partez pas du jour au lendemain en plantant votre client. Voilà, vous faites les choses bien. De toute façon, vous avez un contrat de prestation, vous avez un préavis à respecter, respectez-le dans tous les cas. En gros, on ne se sépare pas fâché, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. On ne sait pas si on va tomber sur lui dans d'autres circonstances, si votre prochain client le connaît, voilà, faites les choses proprement et de façon très clean. Gardez le contact aussi, gardez le contact avec comme je l'ai dit au début, avec vos anciens collègues, avec vos anciens responsables. Gardez du lien, en fait. N'hésitez pas à être présent sans être oppressant, bien sûr, parce qu'on peut avoir tendance à être très oppressant lorsqu'on a le stress de ne pas trouver de mission. Mais faites-le avec intelligence et parcimonie, mais gardez du lien avec vos contacts et avec vos clients aussi et prospects. Gardez à l'esprit que les autres freelances, ce sont vos partenaires, ce ne sont pas des concurrents. On peut avoir peur de se dire oui, que ce freelance a la même activité que moi, il va me prendre du business, il va me piquer mes clients, etc. Mais c'est possible, mais il y a peu de chances que ça arrive. En général, la communauté de freelance est assez solidaire, en fait. Il y a beaucoup dans l'entraide. Donc, un autre freelance sur votre secteur d'activité n'est pas votre concurrent. Et un autre freelance qui n'est pas dans votre secteur d'activité et qui peut être très éloigné de ce que vous faites, peut être aussi un très bon partenaire et peut aussi vous apporter de bons conseils aussi et des bons retours d'expérience.
Et surtout, 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 n'hésitez pas à vous faire accompagner. On a la chance, enfin, les freelances, vous, peut-être futurs consultants, avez la chance d'avoir à votre disposition un nombre assez important de structures comme la nôtre, comme celle de nos partenaires Number ou de Portage ou d'autres entreprises avec des activités similaires qui peuvent vous accompagner. En général, en plus, c'est gratuit, les conseils, ça ne mange pas de pain. Donc, autant en profiter. N'hésitez vraiment pas à le faire, à capitaliser, à creuser les sujets avec eux, à poser vos questions. Il faut que les choses soient claires, en fait. J'ai tendance à dire à mes consultants de se poser les questions avant pour que ça ne soit plus un sujet après. Et plus ce sera clair pour vous et plus vous savez où vous allez mettre les pieds et vers quoi vous allez, plus ça va être simple pour vous de lâcher prise, entre guillemets, et de vous lancer dans votre mission sans vous poser trop de questions. Anticipez, anticipez, anticipez. Et posez-vous, faites-vous accompagner. Voilà, et posez-vous les bonnes questions. Et encore une fois, pour ceux qui ont la phobie de l'administratif, qui se disent mais je n'y arrivais pas, c'est trop de contraintes, c'est trop organisé, il suffit de prendre le temps de le faire et de structurer sa démarche d'installation en tant que freelance pour derrière gagner du temps. Ça peut donner l'impression d'être très chronophage au début et très lourd à gérer, mais au final, c'est du temps qu'on gagne, pardon, et sur lequel on va pouvoir vachement capitaliser et gagner du temps. Voilà, voilà. Alors, j'ai une question de Ernest qui est pour les documents à préparer, c'est possible d'avoir une liste exhaustive des 10 documents? Alors, une liste exhaustive, là, comme ça, spontanément, Ernest, je ne vais pas vous mentir, j'ai un trou. Par contre, j'ai une belle checklist, effectivement, qui existe, que je pourrais vous envoyer, mais essentiellement, ça va être un cabis avec votre numéro de SIRET, ça va être votre RIB professionnel, bien sûr, hein. Ça va être votre RC Pro, ça va être, qu'est-ce que ça va être d'autre? J'ai un trou. C'est Sirène. Ouais, tout ça, ouais, sirène qui sont dans le cabis, effectivement. Mais voilà, mais il n'y a pas de souci, Ernest, si vous voulez, on vous fait parvenir les informations, avec plaisir. Je vous envoie ça. Rémi va vous envoyer ça, parce que c'est pas moi qui vais vous l'envoyer, mais je vais transmettre la fois à Rémi, il n'y a aucun souci. Avec plaisir. Alors, j'ai pas d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Mais moi, j'ai une question, en fait, tant qu'à faire, hein, puisque vous n'en avez pas, moi j'en ai quelques-unes. Est-ce qu'il y en a qui sont là et qui ont prévu de s'installer freelance et qui sont encore dans la réflexion, ou il y en a qui le sont déjà, en fait? Parce que ça pourrait être intéressant de savoir qui sont les Alors, on a Ernest qui est dans la réflexion, Tierno qui est en CDI, qui envisage le freelance. D'accord. OK. Donc encore une fois, n'hésitez pas, Beaucoup en beaucoup réflexion. en réflexion. D'accord. Encore une fois, si vous êtes en réflexion, c'est vraiment intéressant. Je vous le dis, poser des questions, je comprends que c'est une démarche qui se réfléchit. C'est un projet, je ne sais pas si vous étiez à l'air, mais ce que je disais hier, c'est que c'est un projet, au-delà d'un projet professionnel, c'est aussi un projet de vie, c'est parfois un projet familial. Je le sais personnellement pour l'avoir vécu. Donc, n'hésitez pas à interroger les différentes personnes, à participer, même si vous êtes en CDI, à des afterworks pour des freelances, pour échanger avec eux, avoir leur retour d'expérience terrain. On apprend beaucoup lors de ces événements, à contacter des cabinets comme nous où notre travail, c'est d'accompagner les freelances à leur installation aussi, pas sur le plan légal, mais au moins sur le conseil, sur les études, sur le marché. On a une visibilité assez claire des contraintes qu'il y a aujourd'hui, des types de profils qui sont attendus, des attentes des clients. Donc, c'est des points sur lesquels on peut vous accompagner, ou en tout cas vous donner notre vision pour que vous puissiez réfléchir un peu plus, à avoir des éléments un peu plus factuels, un peu plus terrain. Il y a des cabinets spécialisés aujourd'hui qui existent pour choisir son statut. C'est important de choisir le bon statut en fonction de ses contraintes personnelles. Est-ce qu'on est célibataire? Est-ce qu'on est marié? Est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on a l'impression d'acheter une maison? Est-ce qu'on a des crédits en cours, etc. Tout ça sont des éléments dont il faut tenir compte aussi. Et, juste, si éventuellement vous êtes en couple, parlez-en, discutez-en avec votre partenaire, parce que c'est important de l'impliquer dans la décision. Parce que c'est pas facile pour les partenaires en face, parce que c'est beaucoup de stress. Et il faut vraiment que ça soit une décision qui
qui soit un projet de famille, encore une fois, pour pouvoir le faire avancer, ça compte beaucoup. Donc, n'hésitez pas à appeler, à poser des questions. Si vous le souhaitez, je suis disponible pour en discuter avec vous. On peut prendre une demi-heure pour échanger, pour répondre à vos questions, mais faites-le surtout, faites-le. Ne vous jetez pas, même si techniquement vous êtes hyper bon, vous avez une expertise, vous avez une vraie valeur ajoutée, même si dans votre métier, il y a pas de sujet en fait, vous n'avez pas de doute sur votre expertise et qu'elle est vraiment réelle. Il y a tous les à côté qui font que, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut être très bon techniquement et même moins bon sur l'administratif, sur le commercial. Et c'est important de savoir où on met les pieds parce que c'est un pas, hein, tout simplement, c'est un gros pas en avant et c'est pas à prendre, c'est pas une décision à prendre à la légère. Mmh. Alors on a Tierno par exemple qui nous dit qu'il rencontre des freelances lors de soirées, d'entrepreneurs à Toulouse et que ça l'aide beaucoup. Et D'accord, c'est vrai qu'on a pas mal, il y a pas mal de soirées autour des tout à fait, entrepreneurs, à Toulouse. tout à fait. Hem, Et c'est bien ce que vous faites parce que mais comme vous le dites, ça vous apporte beaucoup et ça vous permet d'avancer dans votre réflexion et d'ailleurs dans ce cas-là, nous on organise des after work. Il va faire un peu froid, mais bon, c'était mieux l'été, et d'ailleurs vous en avez un, je crois en fait, si vous voulez, sur tout le mois d'octobre, on va faire le mois du freelancing où là, il va y avoir des intervenants externes à Réseau Point Tech, parce que je pense que vous m'avez assez vu et vous nous avez assez vu ces derniers jours, mais des partenaires en fait qui vont intervenir tout le long de tous les vendredis d'octobre sur l'installation de freelancing. Ce seront des petits webinaires d'une demi-heure comme aujourd'hui, donc ça peut être intéressant pour avoir d'autres regards que le nôtre et d'autres informations. Donc n'hésitez pas si vous le pouvez à y participer. Et pour ceux qui sont sur Toulouse, ben voilà, on a un after work, je m'installe freelance le 9 novembre où il y aura des consultants que nous avons accompagnés qui seront là pour vous parler de leur retour d'expérience, nos partenaires toulousains qui vont être là pour répondre à vos questions. Vous pourrez prendre rendez-vous un quart d'heure pour discuter avec eux. Vous pourrez préparer vos questions en amont pour gagner du temps et encore une fois avancer sur votre réflexion. Et la société de portage de Deuxy avec laquelle nous collaborons également pour ceux qui veulent, voilà, ne savent pas s'ils montent leur structure ou s'ils veulent avoir un certain statut un peu plus sécurisé, on va dire, dans le sens où on est en portage salarial. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à venir nombreux. Ce sera dans nos locaux de Fenouillet. Ce sera l'occasion de se voir, que moi je vous vois parce que vous me voyez, qu'on se voit et qu'on puisse en discuter plus en détail. Donc, n'hésitez c'est vraiment ça. pas. Ce sera avec plaisir. Alors j'ai une autre question aussi de Ernest qui est: pour passer en freelance, en moyenne, les clients demandent combien d'années d'expérience? Alors, ça dépend vraiment des métiers. Par exemple, on a un métier qui est en train d'exploser en freelancing, en train d'exploser, c'est à cause de notre très cher grand employeur de la région que je ne citerai pas, mais c'est le métier de l'export contrôle, où là, en fait, il n'y a pas de formation qui existe. Et du coup, c'est vrai que j'ai 7 ou 6 consultants, 6 ou 7 consultants qui sont jeunes diplômés, qui sont en freelance, mais en portage salarial, hein, donc c'est voilà, c'est du freelancing un peu différent. Euh, donc, sur certains métiers, les clients vont être très ouverts parce que ce sont des compétences qui sont relativement rares ou des métiers qui n'existent pas forcément. Après, en moyenne, aujourd'hui, les freelances ont entre 3 à 4 ans d'expérience. Sur les métiers de l'IT, ils en ont peut-être un peu moins. Mais ça va être beaucoup des profils en cybersécurité, par exemple, où là, il peut y avoir des sujets. Mais en moyenne, on est sur 3 4 ans d'expérience à minima pour avoir, après les études, pour avoir cette visibilité, cette expérience qui vous permet de concrètement avoir de la valeur ajoutée sur votre métier. Mais c'est pas une loi ultime, hein. Il y a des clients qui sont hyper open et ça dépend des opportunités qu'il faut saisir. Alors on n'a pas d'autres questions. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez qu'on continue notre échange hors caméra. Je vais dire ça comme ça. N'hésitez pas à me solliciter sur LinkedIn. Je serai vraiment heureuse de continuer notre échange. Et n'hésitez pas à suivre la page de Réseau.tech pour voir les différents événements qu'on organise. On a compris, de par notre métier et de par notre expérience, que créer une communauté dans ce que nous faisons, ça a du sens. Et c'est pas parce qu'on va être en contact qu'on va être forcément être amené à travailler ensemble, mais encore une fois, c'est du partenariat. Et votre réseau peut être le nôtre, notre réseau peut être le vôtre. Donc, autant capitaliser dessus et échanger des bons procédés entre nous. Voilà. Voilà. Et puis, pour le mois prochain, sur notre page LinkedIn, on a prévu, un mois spécial, 20 jours pour se lancer freelance, où tous les jours on aura du contenu, des posts qui vont sortir, sur ce sujet-là.
Donc voilà, ça peut être intéressant de participer à cet événement, à ce programme. Mais écoutez, je pense qu'on s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter, je vais vous Non. libérer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est mon deuxième webinaire, j'espère qu'il était pas mal et que j'ai apporté certaines informations pertinentes. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux à participer ces 3 derniers jours pour échanger avec nous. C'était vraiment, c'est un premier exercice qui est intéressant. On devrait peut-être se prêter au jeu et faire ça un peu plus souvent. Et en tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon week-end et de bonnes réflexions sur vos sujets de freelancing. Et encore une fois, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous aider. Et parfois, il ne faut pas trop réfléchir non plus. C'est vrai que je dis qu'il faut réfléchir, mais parfois, il faut aussi sauter dans le vide et voir comment ça se passe. Mais avec un filet quand Just même. do it. Très bonne journée, très bon week-end. Au revoir. Au revoir.